J'aime énormément Picsou. Et aussi loin que remontent mes souvenirs, il a toujours fait partie de ma vie. D'abord grâce aux dessins animés, puis grâce aux bandes dessinées, et plus tard grâce aux histoires de Don Rosa qui ont complètement changé ma façon de voir ce personnage. Salut à toutes et à tous, c'est Mindphobia, et aujourd'hui je vous propose de revenir sur l'histoire de celui qui est probablement le plus célèbre, mais aussi le plus pingre des canards Disney. Alors si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à partager autour de vous, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. On connaît tous Picsou. Son coffre-fort, son sous-fétiche, son amour presque maladif pour l'argent, ses fameux plongeons dans son or, et pourtant rien ne le destinait à devenir l'une des plus grandes icônes de Disney. Lorsqu'il apparaît pour la première fois en 1947 sous le crayon de Karl Barks dans Noël au Mont Ours, Picsou n'est qu'un personnage secondaire. Un vieil oncle grincheux imaginé pour une seule histoire de Donald. Personne alors ne peut s'imaginer que près de 80 ans plus tard, ce même personnage sera lu, regardé et aimé dans le monde entier. Car cette popularité, Picsou ne l'a pas obtenue du jour au lendemain. Elle s'est construite au fil des décennies, grâce aux bandes dessinées d'abord, puis grâce aux dessins animés et grâce à des auteurs passionnés, grâce aussi à plusieurs générations de lecteurs et de spectateurs qui se sont reconnus dans cet aventurier bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et c'est précisément ce qui me fascine. Comment un personnage créé presque par hasard est-il devenu une véritable légende de Disney? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais cette vidéo ne raconte pas seulement l'histoire de Picsou, elle raconte aussi d'une certaine manière pourquoi ce personnage continue encore aujourd'hui à autant me faire rêver. En effet, il faudra attendre près de 20 ans pour que Disney Animation s'intéresse réellement à Picsou. C'est finalement en 1967 que le personnage fait son entrée dans le monde de l'animation avec Picsou Banquier, un court-métrage assez particulier davantage pensé comme un dessin animé éducatif que comme une véritable aventure. Picsou y explique à Riri, Fifi et Loulou les bases de la finance, l'importance de faire fructifier son argent et pourquoi il ne faut pas le laisser dormir. Et même comment établir un budget. Autant dire qu'à une certaine époque, certains responsables politiques auraient peut-être gagné à regarder ce dessin animé. Ils doivent donc faire un budget? Oui, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais ce qui rend ce court-métrage vraiment intéressant, ce n'est pas seulement son sujet, c'est le moment où il sort. Quelques mois plus tôt, Walt Disney disparaît. Pour la première fois de son histoire, le studio doit avancer sans son fondateur. Une période charnière où chacun cherche encore ses marques et où Disney continue pourtant à faire vivre ses personnages historiques, tout en offrant enfin à Picsou son premier véritable rôle animé. Et derrière ce film se cache un nom que beaucoup de spectateurs ignorent, Hamilton Lusk. Pourtant, il est l'un des artisans de l'âge d'or de Disney. Il participe à Pinocchio, Fantasia, Cendrillon, Alice au pays des merveilles, Peter Pan, La Belle et le Clochard, Les 101 Dalmatiens. La liste est impressionnante. Pendant près de 20 ans, il accompagne pratiquement toutes les grandes productions du studio aux grandes oreilles. Picsou Banquier constitue d'ailleurs l'un de ses tout derniers travaux en tant que réalisateur. Il disparaîtra moins d'un an plus tard. Et il faudra attendre 1999 pour que Disney reconnaisse officiellement son immense carrière en l'intégrant à un titre posthume au prestigieux Disney Legends. Dès 1942, il réalise Saludos Amigos, un film assez méconnu aujourd'hui mais particulièrement intéressant à replacer dans son contexte. À cette époque, les États-Unis cherchent à renforcer leurs relations diplomatiques avec l'Amérique du Sud en pleine Seconde Guerre mondiale. Disney participe à cet effort à travers ce long métrage mêlant animation et prise de vue réelle où Donald découvre plusieurs pays du continent aux côtés de José Carioca. Le film a forcément un peu vieilli, mais il reste un témoignage fascinant de cette période de l'histoire du studio. Quelques années plus tard, Lusk retrouve Donald dans deux courts-métrages à vocation pédagogique. Donald et les Maths et magiques, consacré aux mathématiques, puis Donald et la roue qui retrace l'évolution des grandes inventions de l'humanité. On comprend alors beaucoup mieux pourquoi Disney lui confie Picsou Banquier. Hamilton Lusk maîtrise parfaitement ce type de film mêlant divertissement et transmission de connaissances, et cela se ressent immédiatement à l'écran. On retrouve également une partie des animateurs ayant travaillé sur les 101 Dalmatiens, ce qui explique en partie le style graphique du court-métrage. Alors si vous êtes curieux, sachez que Picsou Banquier est disponible gratuitement sur YouTube. En revanche, si vous êtes allergique aux dessins animés qui chantent, je préfère vous prévenir, celui-ci est particulièrement musical. Oh, c'est simple. Oui, c'est très simple. C'est tout ça qu'il faut comprendre, question de survie. Mais s'il y a une œuvre qui va véritablement faire rentrer Picsou dans le cœur du grand public, c'est sans doute le Noël de Mickey sorti en 1983. À première vue, le choix peut sembler évident. Après tout, Charles Dickens avait déjà créé Ebenezer Scrooge, ce vieil avare au cœur de pierre qui donne son nom à Picsou dans sa version originale, Scrooge McDuck. L'adaptation semble presque naturelle, mais ce court-métrage est bien plus qu'une simple transposition d'un chant de Noël. Il marque aussi une étape importante dans l'histoire de Disney.
16 ans seulement se sont écoulés depuis Picsou Banquet, et pourtant l'animation a énormément évolué. Les techniques sont plus modernes, la mise en scène plus ambitieuse, et surtout, Disney est en train de retrouver une partie de l'ambition artistique qu'on lui connaissait durant son âge d'or. À la réalisation, on retrouve Bernie Mattinson. Si son nom vous est inconnu, il est pourtant une véritable institution chez Disney. Entré au studio en juin 1953, il participe d'abord comme intervalliste avant de devenir animateur, scénariste, producteur, puis réalisateur. Au cours de sa carrière, il travaille notamment sur Le Livre de la Jungle, Robin des Bois, Le Prince et le Pauvre, mais aussi de nombreux autres longs métrages Disney entre la fin des années 70 et le début des années 2010. Fait assez incroyable, le Noël de Mickey et Basil Détective Privé resteront les 2 seuls films qu'il réalisera lui-même. Le reste de sa carrière se fera dans l'ombre, à des postes pourtant essentiels au fonctionnement du studio. Et quelle carrière! Bernie Mattinson ne quittera jamais Disney. Il travaillera jusqu'à son décès en 2023, après près de 70 ans passés au sein de la même entreprise. Un record absolu dans l'histoire du studio. Et comme souvent chez Disney, les générations se croisent. Parmi les jeunes animateurs présents sur le film, figure un certain John Lasseter. À l'époque, ce n'est qu'un jeune artiste tout juste recruté après avoir impressionné Disney par ses expérimentations mêlant animation traditionnelle et images de synthèse. Quelques années plus tard, il quittera pourtant le studio, avant de révolutionner l'animation avec un petit film appelé Toy Story. Le reste appartient à l'histoire. Mais pour moi, le Noël de Mickey, c'est aussi un souvenir beaucoup plus personnel. C'est la première fois que j'entends la voix de Philippe Dumas dans le rôle de Picsou. Une voix immédiatement reconnaissable. Tu es un bandit, un voleur, Gripsou. Une voix chaleureuse, autoritaire, parfois grinçante, mais toujours profondément attachante. Sans le savoir, cette interprétation allait devenir pendant toute mon enfance la voix de Picsou. Et quelques années plus tard, avec la bande à Picsou, elle deviendra tout simplement indissociable du personnage. 40 ans après sa première apparition dans les bandes dessinées, Picsou était devenu un personnage incontournable. Et cette fois, Disney ne lui confie plus seulement un court-métrage. Sous l'impulsion de Michael Eisner arrivé à la tête de la Walt Disney Company en 1984, le studio connaît une véritable renaissance. Les productions se multiplient, les ambitions grandissent, et Disney décide d'investir massivement dans l'animation télévisée. C'est dans ce contexte qu'en 87 naît la bande à Picsou. Une série de 100 épisodes qui va définitivement faire entrer Picsou dans la culture populaire. L'ironie est d'ailleurs assez savoureuse. Lors de sa première apparition dans Noël au Mont-Ours, Donald était la vedette et Picsou un simple personnage secondaire. 40 ans plus tard, les rôles sont totalement inversés. Donald devient presque un personnage de second plan, tandis que Picsou prend la tête de sa propre série. Et à l'époque, le petit garçon que j'étais ne voyait absolument pas le problème. Pour moi, Riri, Fifi, Loulou, c'était avant tout les neveux de Picsou. Je découvrirai bien plus tard qu'ils étaient avant tout ceux de Donald. Comme quoi, lorsqu'on grandit avec une œuvre, notre perception est parfois très très différente de la réalité. Dans la bande à Picsou, on suit Picsou, Riri, Fifi, Loulou, mais aussi Zaza, Flagada Jones et toute une galerie de personnages hauts en couleur dans des aventures aux 4 coins du monde. Chasse au trésor, cité perdue, civilisation oubliée, malédiction. La série reprend parfaitement l'esprit d'aventure imaginé par Karl Barks dans les comics. Le Picsou que l'on découvre ici reste avare, râleur et profondément attaché à sa fortune. Mais il révèle aussi une autre facette de sa personnalité, celle d'un aventurier infatigable, d'un oncle protecteur, et surtout d'un personnage beaucoup plus humain qu'il ne le laissait croire. La série remet également sur le devant de la scène plusieurs personnages emblématiques des bandes dessinées. Les Rapetou, Mystique, Gripsou, ou encore Goldie dont les épisodes au Klondike comptent parmi les plus marquants et montrent déjà toute l'influence de Karl Barks sur les scénaristes. Mais la bande à Picsou ne marque pas seulement l'histoire du personnage, elle marque aussi celle de Disney. Son immense succès pousse le studio à créer une véritable branche dédiée à l'animation télévisée, Disney Télévision Animation. Sans ce succès, nous n'aurions probablement jamais connu des séries comme Super Baloo, Tic et Tac, les Rangers du Risque, Mr. Mask, La Bande à Dingo ou encore Quack en vrac. À bien des égards, Picsou a ouvert la voie à toute une génération de dessins animés. Et forcément, moi aussi je suis tombé dedans. Je saurais plus dire aujourd'hui si je regardais la bande à Picsou sur le Disney Channel de FR3 ou dans Spécial Disney sur TF1. Probablement un peu des deux. Mais je me souviens parfaitement de l'excitation qui précédait chaque épisode. À cette époque, ces émissions jeunesse ont façonné une bonne partie de mon imaginaire. D'un côté, il y avait Picsou. De l'autre, Batman. Oui, la série complètement kitsch des années 60. Pas du tout l'animation des années 90. Mais ça, ce sera peut-être l'histoire d'une autre vidéo. Je me souviens aussi des VHS que mes parents enregistraient à la télévision. À l'époque, revoir un épisode n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Il fallait attendre une rediffusion
ou espérer que quelqu'un ait pensé à appuyer sur le bouton REC du magnétoscope. Ces cassettes ont accompagné une bonne partie de mon enfance. Et c'est aussi grâce à elles que Picsou est devenu, sans que je m'en rende compte, l'un des personnages les plus importants de mon univers de petit garçon. Mais s'il y a un souvenir qui résume à lui seul ce que représente Picsou pour moi, c'est sans doute celui-ci. Le trésor de la lampe perdue. Nous sommes à l'été 1991. J'ai 6 ans. Et pour la première fois de ma vie, je vais au cinéma. Je me souviens encore de l'émerveillement que j'ai ressenti en retrouvant ces personnages que j'aimais déjà tant. Mais cette fois sur un immense écran. Pour un enfant de 6 ans, c'était magique. Je retrouvais Picsou, Riri, Fifi et Loulou dans une aventure totalement inédite, plus ambitieuse que la série animée, avec de nouveaux décors, de nouveaux personnages et surtout un véritable souffle d'aventure digne des meilleurs récits de Karl Barks. C'est un souvenir qui est resté gravé dans ma mémoire. Et ce que j'ignorais complètement à l'époque, c'est que ce film avait un petit accent français. Pas mal, non? C'est français. Enfin, presque. À la réalisation, on retrouve les frères Paul et Gaëtan Brizzi. Deux Français qui commencent à se faire remarquer dès la fin des années 70 en remportant le César du meilleur court-métrage d'animation avec Fracture. Le grand public les connaît davantage pour la surprise de César, mais leur parcours va rapidement croiser celui de Disney. Après avoir créé leur propre studio d'animation, ils rejoignent Disney et prennent la direction artistique des célèbres studios de Montreuil. Pendant plusieurs années, ces studios français deviendront l'un des piliers de l'animation Disney. On leur doit bien sûr la bande à Picsou, mais aussi Super Baloo, la bande à Dingo, ainsi qu'une partie de Dingo et Max. Leur travail ne s'arrête pas là. Les studios de Montreuil participeront également à plusieurs séquences parmi les plus impressionnantes de longs métrages, comme le Bossu de Notre-Dame. Une aventure qui prendra malheureusement fin en 2002, un an après le départ des frères Brizzi. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Au scénario, on retrouve bien évidemment Karl Barks, dont plusieurs idées servent directement de base au film, mais aussi un nom qui parlera immédiatement aux amateurs de super-héros, Alan Burnett. À l'époque, il est loin d'être encore la référence qu'il deviendra quelques années plus tard, car Alan Burnett participera ensuite à ce que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme l'une des meilleures adaptations de Batman jamais réalisées. Batman, la série animée. Avant d'enchaîner avec Batman Beyond, puis Superman, l'ange de Métropolis. Quand on regarde sa carrière, on se rend compte qu'il possède un vrai talent pour raconter des aventures mêlant humour, émotion et sens du merveilleux. Finalement, c'est peut-être pas un hasard si le trésor de la lampe perdue fonctionne encore aussi bien aujourd'hui. Les années 90 marquent également une autre rencontre essentielle, mais cette fois c'est plus avec le dessin animé, c'est avec les bandes dessinées. Et à cette époque, il faut bien reconnaître que les lecteurs Disney étaient particulièrement gâtés. Entre le journal de Mickey, Mickey Parade, Super Picsou Géant, Picsou Magazine, il y avait de quoi passer des heures à lire, relire et collectionner. J'aimais beaucoup le journal de Mickey, j'aimais aussi Mickey Parade, mais s'il y avait un magazine que j'attendais avec impatience, c'était bien Picsou Magazine. Et juste derrière, Super Picsou Géant. Parce qu'au-delà des jeux, des gadgets ou des activités à partager en famille, c'était surtout les bandes dessinées qui m'intéressaient. Et sans le savoir, j'étais déjà en train de découvrir ce qui faisait toute la richesse de l'univers imaginé par Karl Barks. Et puis arrive 1998. Cette année-là sort le tout premier Picsou Magazine hors série. À l'intérieur, je découvre une histoire complètement différente de tout ce que j'avais lu jusque-là. On y retrouve bien Picsou, mais pas celui que je connaissais. Il est jeune, il est pauvre, il est seul, et il traverse l'Amérique du Nord en quête d'un avenir meilleur. Et surtout, il n'est pas encore devenu le milliardaire que tout le monde connaît. Je découvre alors les premières pages de la jeunesse de Picsou signée Don Rosa. Et immédiatement, la magie opère. Ce n'est plus seulement une succession d'aventures. J'ai l'impression de découvrir les origines d'un personnage que je croyais pourtant connaître par cœur. Pour la première fois, je comprends que derrière le coffre rempli d'or se cache une véritable histoire. Une vie, des échecs, des sacrifices, des rencontres, un passé. Et c'est précisément ce qui rend cette œuvre si particulière. Pourtant, je lirai jamais la suite. À l'époque, j'ignore même qu'elle existe. Je garde simplement le souvenir de cette histoire incroyable sans savoir qu'elle n'est que le premier chapitre. Pendant plusieurs années, Picsou reste donc associé à ces trois choses. Les dessins animés, les films Le Trésor de la Lampe perdue, et cette mystérieuse histoire qui racontait enfin d'où venait toute sa fortune. Puis les années passent, Internet arrive et comme beaucoup de gens de ma génération, je retrouve facilement les épisodes de la bande à Picsou que je regardais enfant. Le générique me revient immédiatement en tête. Les personnages aussi. Et pendant quelques instants, j'ai l'impression de retrouver une partie de mon enfance. Mais cette fois, quelque chose est différent. La nostalgie est bien là, le sourire aussi, mais la magie, elle semble s'être un petit peu envolée. Faut dire qu'entre-temps, j'ai grandi. D'autres passions sont arrivées, d'autres préoccupations aussi.
Et en dehors de quelques épisodes regardés de temps à autre et du film d'animation, je reviens finalement presque plus aux aventures de Picsou. Du moins, pas tout de suite. Il faudra attendre 2017. Cette année-là, Picsou fête ses 70 ans et Disney prend une décision que beaucoup n'attendaient plus. Relancer la bande à Picsou. Je dois bien l'avouer, lorsque les premières images sont dévoilées, je suis plutôt sceptique. Le chara-design est très différent de ce qui avait bercé mon enfance. J'ai peur que Disney modernise la série au point d'en perdre tout ce qui en faisait son identité. Et pourtant, quelques épisodes suffisent à me faire changer d'avis. Très vite, je retrouve ce qui m'avait plu dans la série de 1987. Le goût de l'aventure, le souffle épique, l'humour, mais aussi des personnages bien plus développés que dans la série originale. Je pense notamment à Zaza, qui bénéficie ici d'une véritable évolution, mais aussi à Donald, dont la relation avec Picsou est beaucoup plus travaillée. Cette nouvelle série ne cherche pas à remplacer celle de 1987, elle lui rend hommage tout en proposant sa propre version. Et surtout, on sent très rapidement l'influence de Karl Barks, mais aussi celle de Don Rosa. Les scénaristes multiplient les références aux bandes dessinées, réintroduisent des personnages emblématiques et redonnent à Picsou ce mélange si particulier d'aventure, d'explorateur et d'homme d'affaires. Petit à petit, une idée commence à me trotter dans la tête. Relire la jeunesse de Picsou. Cette histoire dont je n'avais découvert que les premières pages 20 ans plus tôt. Et comme souvent, entre l'envie et le passage à l'acte, il peut se passer beaucoup de temps. Il faudra finalement attendre février 2024. Et d'une certaine manière, ce sera la faute de ma propre émission. Lors de la toute première émission d'Encre et de Bulle, Isoka et Olgeek présentent la jeunesse de Picsou. Leur enthousiasme est communicatif, et à les écouter en parler, je comprends immédiatement que cette lecture est devenue incontournable. Je résiste pas très longtemps. J'achète rapidement les 2 premiers tomes. Malheureusement, pas les suivants. Entre-temps, Disney décide de revoir certaines représentations jugées problématiques dans plusieurs histoires de Don Rosa. L'éditeur retire alors les albums de la commercialisation afin de préparer une nouvelle édition. Une décision qui rend la collection beaucoup plus difficile à compléter. Cela n'empêche pas de commencer ma lecture. Et très vite, je retombe complètement dans cet univers. Je redécouvre un Picsou plus humain, plus touchant, plus complexe encore que dans mes souvenirs. À mesure que je tourne les pages, je comprends pourquoi tant de lecteurs considèrent la jeunesse de Picsou comme un véritable chef-d'œuvre. Et le hasard fait parfois bien les choses. Quelques mois plus tard, je suis invité à la soirée de lancement de Picsou et les Bits Coin Coin, organisée par Glénat. L'occasion est trop belle. Je me plonge immédiatement dans cette nouvelle aventure. Et même si j'y passe un bon moment, je dois reconnaître une chose. Le titre est sympathique, il est drôle, mais il ne procure pas ce que je ressens en lisant Don Rosa. Il me manque cette sensation de découvrir un morceau de la vie de Picsou. Et c'est finalement un autre auteur qui va réussir à provoquer cette émotion. Kari Koronen, avec la nouvelle jeunesse de Picsou publiée dans la nouvelle formule de Picsou Magazine hors série. Et là, la boucle est bouclée. Une première fois sur le plan personnel, parce que je retrouve enfin les sensations que j'avais éprouvées en découvrant Don Rosa plus de 25 ans auparavant. Mais aussi sur le plan éditorial, car l'histoire semble se répéter. Don Rosa s'était appuyé sur les travaux de Karl Barks. Kari Koronen, lui, s'appuie sur ceux de Don Rosa. Don Rosa l'a souvent expliqué, il admirait profondément Karl Barks au point de reprendre certains éléments de ses histoires pour les développer. La jeunesse de Picsou ne sort pas de nulle part. Elle vient donner corps à des événements que Karl Barks avait simplement évoqués, comme dans Retour au Klondike. Kari Koronen adopte exactement la même démarche. Selon lui, certaines ellipses laissées par Don Rosa méritaient elles aussi d'être racontées. Et je trouve qu'il le fait avec beaucoup de talent, au point de réveiller quelque chose que je pensais avoir laissé derrière moi depuis longtemps. Ma Picsumania. Le journal de Klondike en particulier me donne une envie irrépressible, celle de replonger dans la jeunesse de Picsou. Malheureusement, la vie éditoriale en décide autrement. En dehors des 2 premiers tomes déjà publiés, il devient rapidement très difficile de mettre la main sur la suite. Alors j'attends, comme beaucoup de lecteurs. Et puis arrive ce vendredi de la fin novembre 2025. Ce jour-là, je découvre dans ma boîte aux lettres le premier tome d'une nouvelle collection consacrée à Don Rosa, La Grande Aventure de Picsou. Une édition prévue en 10 volumes. Et dès les premières pages, je comprends que cette collection n'a pas vocation à remplacer les âges d'or de Picsou, elle vient les compléter. Là où les âges d'or proposent différentes versions du personnage à travers plusieurs auteurs, La Grande Aventure Picsou choisit une approche totalement différente. Les histoires sont présentées dans leur ordre chronologique de publication. On suit ainsi le parcours de Don Rosa depuis ses toutes premières aventures publiées dans Uncle Scrooge et Walt Disney's Comics and Stories à partir de 1987. Et c'est passionnant, parce qu'au-delà des histoires elles-mêmes, cette édition raconte aussi la naissance d'un auteur.
Chaque volume est enrichi de nombreuses notes dans lesquelles Don Rosa revient sur la création de ses récits, ses inspirations, ses doutes ou encore les difficultés rencontrées pendant leur réalisation. Ce sont des commentaires parfois techniques, parfois très personnels, mais toujours passionnants. Ce qui m'a d'ailleurs surpris, c'est de voir à quel point Don Rosa se montre critique envers son propre travail. Là où moi je découvre déjà un auteur parfaitement en maîtrise, lui continue de voir les défauts de ses premières histoires. Et c'est probablement aussi ce qui explique son évolution. Au fil des pages, on découvre un auteur qui apprend, qui progresse, qui affine sa narration, et qui réalise peu à peu un rêve d'enfant, celui de raconter les aventures du personnage qu'il admire depuis toujours. Finalement, si Picsou traverse les générations depuis bientôt 80 ans, ce n'est probablement pas uniquement parce qu'il est drôle, ni parce qu'il est riche, ni même parce qu'il aime partir à l'aventure. C'est parce que derrière le milliardaire avare que tout le monde connaît se cache un personnage profondément humain. Un personnage capable d'échouer, de souffrir, de tomber amoureux, de se relever. Un personnage qui vieillit, qui change et qui continue pourtant à faire rêver de nouvelles générations. C'est aussi pour cette raison que j'envie parfois les parents. Parce qu'ils ont la chance de pouvoir partager ces histoires avec leurs enfants, de leur faire découvrir un personnage qui les a eux-mêmes fait rêver plus jeunes. Et pendant quelques instants, de retrouver dans leurs yeux cet émerveillement que nous avions lorsque nous avions leur âge. Les aventures de Picsou sont devenues des œuvres patrimoniales. Mais elles n'ont jamais cessé d'être accessibles. C'est peut-être ça finalement la plus grande réussite de Karl Barks, avoir créé un personnage capable de traverser le temps. Puis celle de Don Rosa, de lui avoir offert un passé. Et enfin celle de tous les auteurs qui lui ont succédé. Continuer à écrire cette légende sans jamais la trahir. Alors que l'on découvre Picsou à travers la bande à Picsou, le trésor de la lampe perdue, Picsou Magazine, Karl Barks, Don Rosa ou encore Kari Koronen, au fond, nous faisons tous le même voyage. Et qui sait, peut-être qu'un jour ce sera à vous de transmettre ces histoires. À vos enfants, à vos proches, ou simplement à quelqu'un qui n'a encore jamais rencontré le plus célèbre des canards Disney. Parce que les grandes histoires ne meurent jamais, elles changent simplement de lecteur. C'est le plus grand boss de toute la ville. Picsou, Picsou, c'est le plus puissant de tout Canaville. Picsou, Picsou, il vaut des milliards en or, en dollars. Picsou, en suivant Fifi, Riri et Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. C'est le plus riche foie de canard, Le plus chiche, le plus roubard. En suivant Fifi, Riri, Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. On ne veut plus claquer du bec chez nous. Nous voulons entrer dans la bande à Picsou. Avant de vous laisser, j'avais envie de vous dire quelques mots. Premièrement, un énorme merci à Min4 TV de m'avoir permis d'utiliser leurs reprises. Allez les soutenir massivement, tous les liens sont en description. Ensuite, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir Picsou, que ce soit à travers les dessins animés, les bandes dessinées de Karl Barks, celles de Don Rosa ou encore les auteurs qui continuent aujourd'hui de faire vivre ce personnage. Et maintenant, je vous laisse la parole. Je suis curieux de savoir quel est votre rapport avec Picsou. Est-ce un personnage qui a bercé votre enfance ? L'avez-vous découvert grâce à la bande à Picsou, aux magazines, aux bandes dessinées, aux films, ou peut-être seulement récemment ? Et surtout, quelle est votre histoire préférée ? J'ai vraiment hâte de découvrir vos réponses dans les commentaires et d'en discuter avec vous. Et si cette vidéo vous a plu, comme je vous le disais, n'hésitez pas non plus à lui laisser un petit pouce bleu. C'est un simple geste mais qui aide énormément la chaîne à faire découvrir ce travail à d'autres passionnés. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo autour de vous si vous connaissez quelqu'un qui aime Disney, les bandes dessinées ou tout simplement les belles histoires. Et si vous le pouvez, à activer le rappel pour être prévenu des prochaines publications.